Christian Duprat. Voilà, j'exerce la médecine générale dans une petite ville du sud-est de la France, à Chabeuil, à 100 km de Valence, où j'exerce mes responsabilités universitaires. Donc, nous sommes une cohorte d'auteurs qui avons tous participé à la réalisation de ce travail, sous la direction de Marie Fleury et moi-même. Et c'est moi qui vais être la voix aujourd'hui de cette équipe qui a travaillé dans une thèse d'exercice où 5 internes intervenaient. Un 5e qui n'est pas dans cette liste, mais c'était sur un travail qui portait sur la représentation des médecins. Alors, c'est un travail qui était un peu plus vaste, et nous avons été adossés à ces organismes dont les logos sont sur cette diapo. Et tous les auteurs de ce travail peuvent déclarer un lien d'intérêt mineur, mais qui existe quand même, puisque nous avions sollicité une mutuelle locale, la mutuelle Apicil, pour nous ouvrir son fichier, de manière à pouvoir recruter les participants de cette étude, participants que nous remercions, ainsi que cette mutuelle. En 2010, pour revenir en contexte, une étude avait été faite par Strom dans plusieurs pays d'Europe, et il pouvait estimer que 25% des femmes et 7% des hommes de plus de 50 ans étaient concernés par une ostéoporose. Et en France, 4300 décès étaient secondaires à des fractures ostéoporotiques. Donc c'est quelque chose qui peut nous intéresser au niveau de la santé publique, parce que nous savons tous que nous avons un vieillissement de la population. C'est quelque chose d'important. Nous savons également que l'ostéoporose, au-delà de la fracture, va générer de la dépendance, voire de l'institutionnalisation et donc des décès. Et que d'autre part, il existe de multiples recommandations nationales et internationales sur la prise en charge de la prévention de l'ostéoporose, mais qu'elles n'emportent pas forcément toute la conviction, parce qu'elles ne sont pas de caractère pragmatique évident, et que les professionnels s'en intéressent peu. Et enfin, un dernier argument, c'est qu'il semblerait qu'à peine 20% des patients qui aient présenté une fracture ostéoporotique bénéficient d'un soin pour en éviter la récidive. Alors, nous avions souhaité explorer les représentations de l'ostéoporose dans une population française rhône-alpine. Et pour ce faire, nous avons utilisé une étude qualitative par focus group, dont l'ensemble des retranscriptions a été analysé avec le logiciel NVivo. La triangulation des données a été faite par les 4 chercheurs. La triangulation, c'est important parce que le qualitatif, si on veut que ça ait un effet, on puisse en tirer des conclusions interprétables, il faut une extrême grande rigueur. Et quand il y avait problématique sur cette triangulation, eh bien, c'était soit Marie, soit moi qui intervenions pour revoir l'analyse. Et nous avions soumis au préalable ces travaux au CPP, au comité d'éthique et à la CNIL. Alors, nous avons étudié une population de 45 femmes et de 53 hommes que nous avions répartis ainsi, de manière à ce que dans les focus group, il n'y ait pas d'intervention des populations l'une sur l'autre. Nous avions des hommes et des femmes sensibilisés, c'est-à-dire qui avaient présenté une fracture ostéoporotique et qui a été soumis à une sensibilisation du type conseil, prise en charge, traitement et reprise postérieure à la fracture. Et puis nous avons fait intervenir 2 populations non sensibilisées qui n'avaient pas présenté de fracture ostéoporotique. Alors, les résultats montrent que les connaissances, elles sont curieuses. Si les facteurs de risque d'ostéoporose sont des choses assez bien connues pour les participants, par contre, leurs connaissances sont partielles, peu pertinentes, floues, voire hasardeuses. Elles étaient meilleures chez les femmes, mais chez les hommes, on le verra tout à l'heure, c'était un petit peu particulier. Pour l'ensemble des participants, c'est quand même un vieillissement du squelette qui entraîne une fragilité, mais ça n'est pas considéré comme une maladie liée à une fragilité des os. Et dans les verbatim que je vais vous lire, de manière à ce que vous les recueilliez comme si vous étiez en focus group, plutôt que vous de les avoir apparaître à l'écran, ceux que j'ai sélectionnés sont ceux-ci. J'imagine que l'os est en train de s'éroder, comme une petite pierre au bord de mer. Ou bien c'est l'usure des articulations, donc ça s'attrape dans les articulations. Celle-ci est un peu plus jolie. C'est comme les cheveux blancs, c'est du vieillissement, pas franchement pathologique. Et celle-ci encore. Vous savez, ces petites dames qui marchent très courbées, qui ont donc des difficultés pour lever les yeux,
qui marchent avec une canne, qui ne peuvent plus rien faire du tout. Alors, pour les hommes, les représentations, elles étaient complètement différentes. L'ostéoporose, c'est une maladie de femme, et ça touche absolument pas les hommes. D'où ce verbatim, quand je me suis découvert cette maladie, et je vous retourne au « je me suis découvert cette maladie », aucune statistique sur les hommes. Rien pendant un certain temps. J'avais changé de sexe. Pour les femmes, c'est plutôt une maladie indolore et qui est plutôt liée à des problèmes comme une lésion articulaire. D'ailleurs, elles confondent souvent arthrose, arthrite aux dépens de l'ostéoporose. Ce sont des femmes quand même qui sont assez intéressées par l'ostéoporose puisqu'elles sont intéressées surtout par la prévention des chutes parce qu'elles ont bien intégré qu'elles pouvaient se fracturer, ce qui fait qu'elles abandonnent certaines activités pour en privilégier d'autres moins à risque, ou bien encore, quand elles ont été fracturées, la pression des familles leur devient insupportable. J'aimais beaucoup jouer au tennis, faisais même pas mal de planches à voile, mais là j'ai tout arrêté, maintenant je ne fais plus que la randonnée. Et puis ma fille, moi j'aime pas quand on me dise de faire attention. Ensuite, pour les patients, l'examen roi, c'était l'ostéodensitométrie. C'était ce qui ressortait le plus de ces entretiens, mais par contre, ils en avaient quand même peu de confiance. Certains disaient c'est comme une radio, mais en fin de compte, c'est pas reproductible. À propos de la fragilité osseuse, les patients ne faisaient aucun lien entre ostéoporose et fragilité osseuse. Pour eux, ce qui crée la fracture, c'est la violence de la chute. Et c'est la violence de la chute, et non pas la fragilité du squelette préétabli, qui entraîne la fracture. C'est donc un événement qui est sans risque, et qui surtout, c'est un événement isolé, et qui n'a aucun risque de récidive, donc pas de traitement à faire par la suite. Je me suis cassé 2 fois. J'ai d'abord eu le coude, parce que j'ai fait une chute. J'ai bien tapé. Puis après, c'était le poignet. Là, ça a commencé à me faire peur. Et puis non, j'ai eu un choc tellement violent, n'importe qui se serait cassé. Alors vous comprenez que pour la prévention, c'est difficile de pouvoir prévoir quelque chose qui n'est pas une maladie, et on ne peut pas prévoir toutes les fractures, mais surtout pas toutes les chutes. Alors, ils étaient assez précis ils étaient assez consensuels sur l'hygiène de vie, sur la prévention des chutes. Pour eux, c'était extrêmement important. À la limite, en dehors des moyens non médicamenteux, pour les moyens médicamenteux, c'était plutôt les traitements vitamino-calciques. Et par contre, ils avaient de très grosses appréhensions sur les traitements à balance bénéfice-risque encore incertains. Et alors, l'ostéonécrose des mandibules, c'était quelque chose qui ressortait dans tous les focus. Le traitement est même plus invalidant que la maladie, disaient certains. Et si on n'a pas moyen de se soigner, ça sert à quoi de se dépister? Donc les attentes qu'avaient les participants, c'était une campagne médiatique, style les antibiotiques, c'est pas automatique, de manière à ce que ça leur donne une forme légitime de pouvoir interroger les médecins à propos de l'ostéoporose, si on pouvait en parler. Et ce qu'ils souhaitaient des médecins ou des professionnels, on parlait des professionnels parce que ça pouvait être aussi bien le chirurgien qui a pris en charge leur fracture que le rhumato, le gynéco, mais surtout le médecin traitant qu'il plébiscitait. Que mon médecin me parle de pathologie quand on vieillit, ça paraît évident. Qu'il fasse de la prévention plutôt que de donner un médicament, c'est encore mieux. En plus de la prévention, c'est le rôle du médecin référent que de systématiquement parler à ses patients s'il pense que tel ou tel patient est plus à sujet d'ostéoporose que d'autres. C'était en gros donner une légitimité aux patients de pouvoir parler d'ostéoporose au médecin, parce qu'il subodorait que le médecin avait tellement d'autres choses à faire plus importantes à gérer que ce petit problème qui était également un verbatim. L'ostéoporose n'est pas une maladie, c'est ce qu'on retrouve aussi dans la littérature, parce que c'est une maladie insidieuse qui n'a pas de signes cliniques. Et puis c'est tellement bénin par rapport au cancer ou aux problèmes cardiaques, et la fracture n'est pas du tout en lien avec l'ostéoporose. C'est quelque chose qui est vraiment ancré dans l'ensemble des participants. Il y avait peu de différence entre les patients dits sensibilisés de notre travail et ceux qui n'étaient pas sensibilisés. Et ça a été quand même pour nous un vrai questionnement. On a essayé de trouver 2 réponses à cette énigmatique attitude. Alors pour les femmes, quand même, quand elles décrivent l'ostéoporose, le mot qu'elles utilisent, c'est un mot qui est fort, la déchéance et la mort.
et qu'on comprend que pour elles, ce soit une forme d'anxiété qui puisse les faire scotomiser. La même chose, les hommes, ils ont tellement confiance dans leur squelette et ses capacités envermatives, et que l'ostéoporose est une maladie de femmes qui n'ont aucun doute qu'ils puissent être atteints par cette maladie. Le plus important également, c'était l'absence de lien de cette fracture avec l'ostéoporose préalable. C'est la qualité de l'os ce n'est pas la qualité de l'os qui importe, c'est la fracture qui est entraînée par un traumatisme. Et pour les patients, et surtout les patients fracturés, l'ostéoporose préfracturaire et l'ostéoporose post-fracturaire n'avaient aucun continuum. En conclusion, et les propositions qui peuvent qu'on peut faire surgir de ce travail, c'est que l'ostéoporose est bien un processus pathologique silencieux et continu. Ça n'a rien à voir avec l'ostéopénie physiologique, c'est une association d'une ostéopénie beaucoup plus importante que la physiologique, avec un trouble de l'architecture osseuse, donc une fragilité osseuse. Ce qu'attendaient les patients, c'était que nous établissions avec eux un risque, de leur risque fracturaire, de manière à pouvoir envisager demain et peut-être envisager une prévention. En somme, parler d'ostéoporose, c'est un petit peu comme on l'a fait pendant tout ce congrès, c'est nous préoccuper de notre patient dans un cadre de prise en charge globale, certainement de suivi au long cours, avec une approche centrée patient. Les auteurs, le chat et moi, vous remercions de votre attention. Benoît Cambon, Clermont-Ferrand. Merci pour cette présentation. Alors, moi, j'avais deux questions. Une question de méthodologie. Est-ce que vous aviez fait un guide d'entretien pour les focus group et quels étaient les thèmes abordés dans ce guide? Ça, c'était la première. Et la deuxième question, c'était j'étais surpris de l'absence de différence aussi entre les patients sensibilisés et non sensibilisés. Notamment, je ne vois pas bien comment les patients non sensibilisés pouvaient savoir ce que c'était qu'une ostéonécrose de la mâchoire. Merci pour la question. Alors oui, bien sûr, il y avait un guide d'entretien qui a été réalisé et qui a pu être même évolutif en fonction des réponses au focus. Alors, l'ostéonécrose de la mâchoire, je pense que c'est un petit peu le problème qu'ont tous les dentistes dès qu'il s'agit d'introduire un médicament anti-ostéoporotique. Et c'est vrai que les patients ont fait ressortir souvent cette appréhension extrême par rapport au traitement. Et ce qui était d'ailleurs assez amusant, c'est qu'ils avaient plus de connaissances sur les événements indésirables qui pouvaient être liés à une thérapeutique plutôt qu'à l'événement majeur qui était intéressé à ce moment-là, qui était l'ostéoporose. Et puis il y avait un autre élément de la question que j'ai oublié. Dans le guide d'entretien ? Dans le guide d'entretien, on avait commencé, alors je n'ai plus tout en tête, on avait commencé surtout par faire un remue-ménage pour que vraiment les patients nous parlent très très librement de qu'est-ce qu'ils avaient comme connaissance et représentation de l'ostéoporose. Ensuite, alors ces groupes ont d'ailleurs très, très bien fonctionné. C'est assez intéressant dans les groupes de discussion de voir la manière dont la parole se libérait. Et quasiment, ce sont eux qui ont évoqué tous les autres items que nous avions espéré sur lesquels on voulait avoir des informations, notamment sur les facteurs de risque, sur les facteurs de protection, s'ils avaient des connaissances sur les traitements, s'ils arrivent à faire un lien entre une ostéopénie et une ostéoporose préfracturaire. Ils ont abordé carrément tous les thèmes. On a eu très très peu de relances à faire pour obtenir l'ensemble des questions auxquelles on souhaitait avoir une réponse. Est-ce que dans votre étude, tous les patients avaient un dosage de vitamine D avant de... Alors c'est quelque chose auquel on ne s'est pas forcément intéressé parce que c'était pas la thématique du travail. Mais par contre, c'était dans les traitements préventifs dont les patients parlaient et dans les facteurs de risque qu'ils identifiaient, c'était une hypovitaminose D
et une mauvaise exposition à une alimentation, une alimentation calcique, on va dire. Et c'est ce qu'ils proposaient dans le traitement non médicamenteux comme étant un traitement pour eux acceptable. Mais on ne s'est pas renseigné sur les dosages de vitamine D. François Garnier, encore une proposition délicate. Ici, devant. Au milieu, en devant, face. François Garnier qui pose des questions. Ouais, moi, je ne suis pas du tout étonné des résultats parce qu'on est en face d'une maladie, entre guillemets, totalement silencieuse. Donc, c'est un peu compliqué quand même pour les patients de se faire des représentations autrement, qui de toute façon ne sont pas des représentations personnelles, mais qui seraient induites par ce qu'ils ont lu, vu sur la télévision, des émissions, Internet, etc. Donc, on a un décalage qui est complexe. Mais ma question ou ma proposition, c'est plutôt de s'intéresser à ces patients-là de façon plus globale et pas seulement au fait que l'os soit plus normal. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas seulement une impression, mais que le moyen de prise en charge le plus efficace serait peut-être qu'ils comprennent que s'ils ralentissent un peu, ils vont moins se casser la gueule. Mais ce n'est pas propre à l'ostéoporose. Hein. Dans les lombalgies, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire, c'est quoi votre mode de vie? Comment vous faites dans la vie? Ah ben oui, docteur, je vais toujours trop vite, je me précipite. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est quelque chose qu'ils ont tous en tout cas évoqué, puisque c'était vraiment... je crois que c'est quelque chose qui est sorti dans l'ensemble des focus group, chez les patients, chez les participantes notamment, qu'elles aient été ou pas affectées par l'ostéoporose. C'est spontanément, ils imaginent réduire leur activité physique d'un sport dans lequel certains étaient extrêmement performants. La patiente dont j'ai retiré le verbatim, elle était classée correctement encore en tennis à 68 ans, et elle avait abandonné le tennis pour éviter la chute, et elle faisait de la rando. Donc c'est des gens qui spontanément avaient mis un bémol à leur activité physique, et ça c'est quelque chose qui est bien sorti. La prévention de la chute était pour eux quelque chose qu'ils envisageaient bien dans le risque ostéoporotique.